Maintenant, nous allons voir le résultat ou l'expression du champ électrostatique dû à ces milieux diélectriques. Donc, je vais considérer le champ produit par une distribution de charge. J'appelle ce champ EP, P pour dire de polarisation. Donc, c'est le champ produit par la distribution de charge de polarisation. Et ça, nous avons le théorème de Gauss qui nous permet de l'exprimer. Le théorème de Gauss me dit divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Alors P pour dire que le champ est dû aux charges de polarisation, le champ de polarisation est dû aux charges de polarisation. Or, nous avons vu précédemment que la distribution de charge volumique de polarisation n'est autre que moins divergence de P, que je remplace ici. Et donc, on a une relation entre le champ de polarisation et le vecteur densité volumique de polarisation. Je rappelle également que rotationnel de EP égale à 0, simplement pour dire que ce champ est d'origine électrostatique. Et donc, il respecte ou il obéit aux lois électrostatiques que nous avons vues par ailleurs. Maintenant, si je m'intéresse à ce qui se passe au niveau d'une surface, alors c'est simplement pour voir quelle est la contribution des charges surfaciques. Parce que là, on a vu la contribution des charges volumiques. Maintenant, on va voir la contribution des charges surfaciques. Alors, pour ça, nous avons une relation qui est très intéressante et qu'on appelle la relation de passage. C'est la relation qui décrit le comportement du champ électrique ou électrostatique à la traversée d'une surface qui délimite deux milieux. Et on va voir le schéma. Donc, soit deux milieux 1 et 2. Ce milieu 1 et 2, ces surfaces sont séparées par une surface de séparation qui porte la densité surfacique de charge sigma P, le résultat de toutes les charges de polarisation. Elles peuvent venir d'un milieu ou des deux. Et je définis également un vecteur normal à la surface, N12, mais orienté du milieu 1 vers le milieu 2. C'est un choix, tout simplement. Ensuite, dans chacun des milieux, je peux définir en volume le champ électrostatique de polarisation dû aux charges de polarisation. Ça, c'est ce que j'ai développé plus tôt. Pareil, en volume, pour le milieu 2, je peux déterminer le champ de polarisation dû dans le milieu 2. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à la surface de séparation. Comment se comportent ces champs lorsque j'arrive à la surface de séparation. Ça, c'est ce que je vais représenter par les vecteurs au niveau de cette surface, que j'appelle EP1 et EP2. Alors, maintenant, je vais également rappeler quelque chose d'important. Ces deux vecteurs, je vais pouvoir les décomposer en composantes normales et une composante tangentielle. Donc, j'en fais leur projection. Ce qui me permet d'écrire chaque composante selon une composante normale plus une composante tangentielle. Ce qui me permet de réécrire l'expression 1 ici selon cette forme, dans laquelle vous voyez apparaître la composante normale, la composante dans le milieu 2, avec ses projections normales et tangentielles, que l'on peut voir sur le schéma ici, composante normale, composante tangentielle, et la même chose, le champ dans le milieu 1, avec ces deux composantes, normales et tangentielles, que l'on peut représenter ici. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler par identification, c'est-à-dire que je vais égaler les termes, les composantes normales de part et d'autre de l'égalité, et donc j'ai EPN2 moins EPN1 égale à sigma sur epsilon 0 N12, et je vais égaler les composantes tangentielles, EPT2 plus moins EPT1 égale 0 parce qu'il n'y a pas de composante tangentielle ici. Ce qui me donne les deux équations qui est là. Cette expression nous permet de dire qu'il y a discontinuité de la composante normale, puisque la différence entre les deux composantes de part et d'autre de la surface n'est pas nulle, donc c'est discontinu, et il y a continuité de la composante tangentielle qui est égale à 0. Très bien. Maintenant, lorsqu'on est dans un milieu quelconque où non seulement nous avons des charges liées de polarisation, mais également des charges libres, dans ce cas-là, je vais devoir tenir compte de cet aspect des choses dans mes expressions. Donc, la charge totale sera composée de charges libres plus le charge de polarisation. Et le champ résultant lui-même va avoir une composante due aux charges libres et une composante due aux charges de polarisation.
Pareil pour le potentiel, composante due aux charges libres et composante due aux charges de polarisation. Maintenant, le théorème de Gauss, il est toujours valable puisque le champ E total est le résultat de la distribution de charge totale sur epsilon 0. Cette distribution de charge dans laquelle je distingue les charges libres et les charges de polarisation, comme je l'ai décrit plus tôt, et je vais remplacer la charge de polarisation par son expression moins divergence de P, ce qui me permet de faire, alors ce que je vais faire en fait dans le développement tout simplement, c'est que je vais monter le epsilon 0 ici, moins divergence de P, je vais le passer là, ça fera plus divergence de P, et je mets le tout sous la même opérateur divergence. Donc je vais avoir divergence de epsilon 0 E plus P égale charge libre, densité de charge libre. Donc vous voyez apparaître un terme que je vais remplacer par une nouvelle grandeur qu'on appelle vecteur d'induction électrique ou vecteur déplacement électrique. D égale à epsilon 0 plus P, c'est le terme à l'intérieur de la divergence. Et du coup, si je remplace ce terme-là ici, j'obtiens divergence de D égale à ρ libre. Et je rappelle qu'on a toujours rotationnel de EP égale à 0 puisque nous sommes dans le cadre d'un champ électrostatique et donc il a les propriétés du champ électrostatique qu'il doit respecter. Alors pour finir, je dirais qu'en appliquant la relation de Green-Ostrogradsky qui nous dit que l'intégrale triple de la divergence de D, alors j'intègre simplement sur cette expression sur tout le volume. Donc l'intégrale triple de la divergence de D égale à l'intégrale triple sur ρ, ça ce n'est autre que la charge totale, libre, mais celle-ci se transforme en intégrale double, et donc j'ai ceci, c'est l'intégrale double sur toute la surface qui englobe ce volume, et donc j'obtiens intégrale double de ds égale à q libre. Ça, ce n'est autre que le flux du champ et du vecteur induction électrique ou vecteur déplacement à travers une surface fermée égale à la somme des charges libres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss généralisé.